Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à comprendre l'IA pour l'utiliser correctement, avec un angle de vue sur le contenu web et SEO en particulier. Alors, donc avant de commencer, je me présente un petit peu. Donc je suis directeur général de Senec. Senec, on est une plateforme slash agence de production de contenu web et SEO, et on mise sur l'humain pour garantir la qualité des contenus. Hem Comment on fait ça? En fait, comment on arrive à rivaliser face à l'IA notamment, c'est grâce à des équipes qu'on va former, à qui on va donner des méthodes, des outils, des guidelines, et ça nous permet de faire gagner nos clients un petit peu sur tous les tableaux, que ce soit la qualité rédactionnelle, l'optimisation SEO qui est dans notre ADN, les délais, l'expérience de pilotage de l'activité de nos partenaires, et un accompagnement dédié, et tout ça à un tarif compétitif. Hem, donc aujourd'hui, on va aborder le fonctionnement de l'IA, les forces de l'IA, notamment donc la générative IA, les limites de l'IA, les impacts sur le SEO, les bonnes pratiques à adopter quand on utilise l'IA, notamment sur la production de contenu, et une vision du futur du contenu web et SEO. En introduction, donc voilà, on sait tous que l'impact de l'IA sur la création de contenu est énorme. On a constaté depuis 2 ans les progrès réalisés en IA qui sont impressionnants, et notamment grâce à l'accès facile à l'intelligence artificielle depuis 2022, qui a provoqué vraiment une révolution dans nos méthodes de travail, et aussi sur le champ des possibles en termes de produits et de services dans tous les secteurs. Et une des questions auxquelles on va répondre aujourd'hui, c'est est-ce que l'IA générative répond aux promesses, répond à ses promesses, et à tout ce dont on entend parler au quotidien depuis 2-3 ans. Je voulais vous poser une question, donc je vais ouvrir un sondage. C'est parti. Et vous allez pouvoir vous prononcer, ça m'intéresse d'avoir votre avis, si vous pensez que du contenu 100 généré par l'intelligence artificielle peut être qualitatif ou non, selon vous? Hem, donc vous pouvez y répondre normalement en cliquant à droite sur les sondages. Pendant que vous faites cela, je vous dévoile les réponses qu'on a eues auprès de d'une centaine d'experts SEO qu'on a interrogés récemment. Donc 71 ont répondu que non, du contenu 100 généré par IA ne peut pas être qualitatif, et 29 ont répondu que oui. Voilà, donc c'est pas mal d'avoir cet état des lieux de la part notamment d'experts SEO, donc avec ce regard aussi centré sur les performances SEO, puisque nous notamment, je fais encore le lien avec Senec, mais chez Senec, voilà, on produit pas des contenus pour le plaisir de produire des contenus, on produit des contenus à une vocation de performance, de retour sur investissement, et donc avec une approche SEO. D'ailleurs, si vous souhaitez télécharger l'étude complète, vous pouvez y accéder en cliquant sur le petit bouton en dessous de votre écran, normalement, qui s'appelle «Télécharger le e-book». Donc n'hésitez pas, assez intéressant. Et j'en profite aussi, si vous souhaitez récupérer les slides, on vous les partage avec plaisir, les slides de cette présentation aujourd'hui, de ce webinar. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton violet également en dessous de votre écran, et on vous les enverra. Alors, on va commencer avec la partie technique. Donc c'est effectivement, comme son nom l'indique, une partie un petit peu technique. Donc, je vous invite à vous concentrer sur cette partie, parce que c'est vraiment, au final, la partie la plus importante, je pense, de ce webinar. Parce que ce qu'on pense, notre conviction chez Senec, et ma conviction, c'est vraiment que on est ni pro IA ni anti IA, mais c'est vraiment hyper important de comprendre comment l'IA fonctionne, et en comprenant comment elle fonctionne, on va pouvoir comprendre ses forces et ses limites, parce qu'il y a tout un tas de cas d'usage sur lesquels l'IA n'est pas du tout pertinente,
et performante, et d'autres où l'IA est super, performante, va vous apporter énormément de valeur, un gain de temps, des automatisations. Mais il ne faut pas croire que, l'IA, peut tout faire, est une solution à tout, et qu'il suffit d'appuyer sur un bouton. C'est vraiment important, c'est vraiment la clé de comprendre comment elle fonctionne, d'avoir ce regard avisé pour, pas faire n'importe quoi, et maîtriser ce qu'on fait, et du coup, s'appuyer sur l'IA pour vraiment, améliorer nos tâches au quotidien, et non pas, heu, lui laisser toute l'autonomie pour, faire des choses qu'on va plus maîtriser, et se prendre les pieds dans le tapis. Déjà, rapidement pour, récapituler une vision high level de ce qu'est l'IA, c'est la capacité d'une machine à réaliser des tâches cognitives associées à l'esprit humain. Ce qu'on appelle l'IA, c'est vraiment l'ensemble, c'est tout ce qui peut être une règle, explicitement programmée. On pourrait presque dire qu'une calculatrice, est de l'IA. À l'intérieur de l'IA, il y a ce qu'on appelle le machine learning, qui consiste à, donc ça, c'est de l'IA, par des exemples. Donc c'est plus des règles explicites qu'on va aller, programmer, mais c'est des exemples qu'on va donner à la machine, et sur la base de ces exemples, elle va ensuite, appliquer, des règles qu'on lui demande sur la base de données structurées. Au sein du machine learning, il y a ce qu'on appelle le deep learning. Donc le deep learning, ce sont, des réseaux de neurones, c'est la technologie des réseaux de neurones, mais qui sont donc deep learning. Deep, c'est réseaux de neurones profonds, donc ça veut dire des réseaux de neurones avec de nombreuses couches et de nombreux neurones. Et au sein du deep learning, on a l'intelligence artificielle générative, qui va permettre de créer des nouveaux contenus en s'appuyant sur des données qui sont pas structurées, donc toutes sortes de données, pas forcément bien classifiées. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA générative s'appuie sur des réseaux de neurones, en fait. Ce sont des réseaux de neurones. Du coup, réseau de neurones, c'est un petit peu, peut-être un petit peu abstrait pour, un certain nombre d'entre vous. C'est pour ça que c'est par là que ça commence, je pense. C'est vraiment comprendre ce que c'est qu'un neurone et ce que c'est qu'un réseau de neurones, puisque ce sont vraiment les fondations, de l'IA générative. Donc un neurone, c'est quoi? C'est une, une unité calculatoire, on va dire, qui reçoit des inputs chiffrés, reçoit en données d'entrée uniquement des chiffres. Ces chiffres-là, ils sont multipliés par des poids. C'est un peu le même fonctionnement que les réseaux, c'est pour ça qu'on les appelle les neurones, hein. C'est le même fonctionnement que les neurones du cerveau. Donc, les réseaux de neurones du cerveau reçoivent des signaux électriques et en ressortent un autre signal électrique vers un autre neurone. Donc, ces inputs d'entrée, ces chiffres sont multipliés par des poids, et ça donne un résultat. Donc là, en l'occurrence, on rentre 2 et 5, on a un résultat qui est, 1 fois 2 plus 0,2 fois 5, plus une, constante, on obtient 3,5. Ça, c'est la partie linéaire du neurone, et ensuite le neurone décide, via une fonction d'activation, si, le 3,5 atteint ou n'atteint pas un certain seuil. Si le 3,5, est en dessous du seuil du neurone, et à ce moment-là, la sortie du neurone va être 0. Et si, pour résumer, c'est un peu vulgarisé, mais c'est ça dans l'idée. Et si le 3,5 est au-dessus de ce seuil, eh bien le chiffre de sortie va être effectivement ce 3,5. Hem, donc en fonction de l'entrée, on ressort soit 0, soit un chiffre qui est le résultat d'un calcul. Et ce qu'on appelle, souvent vous entendez parler pour des grands, modèles, d'IA, d'un nombre de paramètres, 50 milliards de paramètres, 70 milliards de paramètres, 140 milliards de paramètres. Tout ce qu'on appelle les paramètres, ce sont les poids du neurone, et les fonctions d'activation, et donc le nombre de paramètres, pour résumer, quand il y a 160, enfin, 100 mi 100 milliards de paramètres, bah, c'est le nombre de poids, de chaque neurone, et le nombre de neurones multiplié par le nombre de neurones. Hem Et ensuite, ce qu'est un réseau de neurones, eh bien, c'est, un assemblage de neurones, une succession de neurones qui va prendre des données d'entrée, faire son calcul et envoyer un chiffre en sortie, au neurone suivant. Et donc ça se fait sur un certain nombre de couches, et sur chaque couche, il y a un certain nombre de neurones. Donc là, c'est un schéma assez, simplifié, mais sachez que sur les modèles d'IA d'aujourd'hui, il y a des centaines, ou des milliers de couches, et sur chaque couche, on a, des centaines ou des milliers de neurones. Et ça, il a été démontré pourquoi c'est assez puissant aussi, c'est parce qu'il a été démontré mathématiquement qu'à partir d'un réseau de neurones à seulement 2 couches, on peut à peu près tout calculer.
C'est pour ça que c'est très utilisé et que ça a un peu révolutionné, l'intelligence artificielle, ces dernières années. Ces modèles-là, bah, on les entraîne, à réaliser une certaine tâche. Donc pour des textes, rédiger des textes, on va les entraîner à rédiger le mot suivant. Donc on avait un certain nombre de textes sur lesquels, qui ont été rédigés bien sûr par des humains, sur lesquels on les entraîne. On leur masque le mot suivant, on leur donne les premiers mots du texte et on leur demande de trouver le mot suivant. Et à chaque fois qu'ils se trompent, eh bien, on va aller modifier les poids et leurs paramètres pour, minimiser les erreurs et pour les améliorer. Et à chaque fois qu'ils ont, une réponse correcte, eh bien, on considère que les poids sont bien optimisés. Et c'est comme ça qu'on va ajuster petit à petit et entraîner les modèles pour qu'ils proposent les meilleures réponses possibles. Ça, c'est la première phase. Et dans la deuxième phase, il y a une partie qui coûte assez cher d'ailleurs, de feedback humain. C'est là qu'il y a des humains qui interviennent pour aller dire au modèle de ne pas utiliser ce mot-là, voilà, notamment pour pas avoir des propos racistes ou ce genre de choses, d'avoir une vraie conversation logique. Pour des images, assez intéressant de savoir aussi comment ça fonctionne. On a 2 modèles, un modèle qui produit une image et un modèle qui essaie de détecter si l'image est une vraie photo, une vraie image ou une image générée par IA. Donc le premier modèle, crée l'image. Le deuxième, s'il se trompe, et bien c'est lui qui va être, dont ses poids vont changer et qu'on va essayer d'améliorer. Et s'il a bon et qu'il a détecté que c'était une image IA, et bien c'est le premier modèle qu'on va, ajuster et qu'on va entraîner pour faire produire des meilleures photos qui sont encore plus réalistes. Voilà pour l'entraînement. Petit exemple d'application, typiquement, si vous avez les données de l'ensemble des passagers du Titanic, vous voulez prédire si un passager va survivre, ou non, et bien, le réseau de neurones va s'entraîner et va, au final, au fur et à mesure des couches, transformer des données d'entrée type, très très rationnelles comme l'âge, le sexe, le numéro de cabine, le nombre d'enfants et cetera, en signaux faibles, pour ensuite, prédire si oui ou non, la personne, va survivre. Et donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on entraîne, le réseau sur, peut-être, voilà, enfin, sur un échantillon de passagers du Titanic et ensuite on le teste, sur un autre échantillon, qui n'a pas servi à son apprentissage pour voir s'il a bon ou pas et c'est comme ça qu'on améliore, le modèle. Sur des large language models, donc type ChatGPT pour la production donc de texte, comment ça fonctionne un peu plus en pratique. L'input, qu'on appelle l'encodeur, va transformer une phrase en chiffres. Donc déjà, la première étape, c'est qu'il va transformer une phrase, donc un prompt, en petits morceaux, qu'on appelle des tokens. En général, c'est l'équivalent de 3-4 lettres, 2-3-4 lettres. Il va convertir ces tokens de 2-3-4 lettres en chiffres, puisqu'on a dit que les réseaux de neurones pouvaient comprendre que les chiffres. Il va réaliser un certain nombre de transformations, notamment pour faire comprendre des liens entre les mots au modèle. Et ensuite, cet input de chiffres va passer dans un réseau de neurones qui va le décoder et prédire le mot suivant. Donc l'output du réseau de la sortie du réseau de neurones, c'est, pour l'ensemble des mots, du dictionnaire, une probabilité que ce soit le mot suivant. Et le mot suivant que va proposer et que va écrire donc le modèle, c'est un des mots les plus probables. Pas forcément le plus probable, puisqu'on lui met, une sorte de on ce qu'on appelle de la température. On lui, indique, un paramètre de température qui va lui laisser une marge de prise de risque. C'est pour ça que quand vous posez 2 fois la même question à l'IA, elle va pas vous répondre exactement, la même chose puisqu'elle va parfois prendre le mot le plus probable, mais parfois le deuxième mot ou le troisième mot ou le cinquième mot le plus probable. Donc ça, c'est ajustable comme paramètre, mais plus on lui laisse de la prise de risque, plus l'output risque de pas être pertinent, et au contraire, moins on lui laisse de possibilités de prendre des risques, plus l'output va être très générique, et s'orienter vers des patterns qu'on retrouve toujours dans les textes qui sont écrits par l'IA. Pour résumer, j'ai mis un petit perroquet ici pour vous faire comprendre aussi que l'IA, elle écrit toujours le mot suivant le plus probable par rapport à son corpus d'apprentissage. C'est le mot suivant qui a été le plus souvent rencontré dans ce qu'elle a pu voir par le passé. Donc elle va rien inventer, elle va faire une moyenne de ce qui est le plus statistiquement probable et elle va le réécrire. Heu et
pourquoi ces modèles, notamment ChatGPT, sont impressionnants? Pour 3 raisons. Les nouveaux mécanismes d'attention depuis 2017 où on peut faire des liens entre les mots pour faire comprendre, qu'est-ce qui est quoi et qu'est-ce qui est relié à quoi et quelles informations sont importantes dans les textes, au modèle et qui va plus particulièrement, le prendre en compte pour, faire proposer des mots suivants, plus pertinents. L'augmentation de la puissance de calcul disponible, et bien sûr le mode conversationnel, qui est super intuitif à utiliser. Les différences entre les grands modèles du marché, tout simplement, ça va être les structures du modèle, c'est-à-dire le nombre de paramètres, par, neurone, le nombre de couches, la taille des couches, voilà, le nombre de neurones, et le nombre d'étapes successives de traitement, qui peuvent être plus ou moins spécialisées. Les hyperparamètres, comme je le mentionnais, comme par exemple la température et le niveau de prise de risque, et bien sûr le corpus de texte d'entraînement, même si la majorité des grands modèles, voilà, utilisent un peu les mêmes corpus de texte d'entraînement puisqu'ils utilisent, les textes qui sont disponibles en open source sur le web. Alors, j'espère que je vous ai pas perdu. Il y a mon collègue Bantou qui peut vous répondre, dans le chat si vous avez des questions. Je vois qu'il y en a pas donc, je continue. Donc l'IA, les forces de l'IA. L'IA, elle est très forte pour un certain nombre de tâches. C'est ça qu'il faut aussi comprendre sur la base de ce que je viens de ce qu'est structurellement, l'IA, de ce que sont les réseaux de neurones. L'IA, de ce fait, va être super puissante pour un certain nombre de tâches et bien meilleure que l'humain pour un certain nombre de tâches, comme par exemple diagnostiquer des maladies. Sur la base d'une radio, l'IA va pouvoir prédire, qu'une personne va avoir une certaine maladie, 3 ans avant, les premiers symptômes, alors qu'un médecin va pouvoir le prédire seulement, 3 mois ou 6 mois avant. Donc factuellement, l'IA est bien plus forte qu'un humain là-dessus. Hem, Ensuite, l'IA va être bien meilleure qu'un humain pour classifier, en catégories, pour faire du scoring client, pour aller segmenter des clients, et selon des micro-segments, identifier des signaux faibles, faire du social listening, à grande échelle, la détection de fraude, la détection de spam. Voilà, ça c'est basé sur un grand nombre de paramètres et c'est des signaux faibles que l'œil humain ne peut pas forcément, voir ou que l'œil humain, ça va être très, très fastidieux et ça va prendre beaucoup de temps. Hem L'IA va être également meilleure que l'humain donc pour prendre des décisions multicritères et rapidement, du trading, des changements, des variations de prix, de la conduite de véhicules. On peut imaginer demain que, il sera interdit à un humain de conduire un véhicule parce que trop dangereux. Parce que peut-être qu'un humain, il aura un accident, tous les 10 000 kilomètres alors que, l'IA n'aura un accident que tous les 1 milliard de kilomètres. Hem, L'IA est également, est également bien meilleure que l'humain pour des tâches qui nécessitent assez peu de compréhension, qui sont assez répétitives et qui vont être automatisables. Quand vous avez des traitements, qui sont souvent les mêmes, qui sont juste de la mise en forme, qui sont juste de la synthèse d'existants, ce genre de choses, l'IA va le faire, voilà, beaucoup plus rapidement puisque c'est assez automatique, c'est tout le temps la même chose. Faire un résumé de texte, faire de la veille concurrentielle, visualiser des données sur un graphique, transformer un texte en prise de notes, en écrit, voilà. Il n'y a pas d'intelligence vraiment derrière. L'IA va être également bien meilleur qu'un humain pour exploiter une grande base de connaissances. Typiquement, pour des avocats, c'est hyper fastidieux, hyper lourd que d'aller, connaître par cœur ou aller chercher dans les textes de loi, des informations ou aller, s'appuyer sur, toute la jurisprudence des décisions de justice qui ont été prises sur le sujet, précédemment. Et ça, l'IA va être super puissante pour le faire. Elle va pouvoir assister aussi des commerciaux, assister des agents de support client. Voilà, elle va pouvoir être votre assistant personnel sur un certain nombre de tâches comme ça. Elle est bien meilleure qu'un humain aussi pour identifier des erreurs, que ce soit dans du code informatique, dans la vérification de conformité, dans du respect de règles, sur des fautes d'orthographe et cetera. Et voilà, c'était la fin de ma liste. Petite prise de hauteur aussi, pour, évoquer, l'IA sur, de la génération d'images, de photos et même demain de vidéos. L'IA, elle est assez intéressante en termes de créativité là-dessus avec,
des images ou des photos qui peuvent être assez qualitatives quand même et donc et étant donné l'enjeu qu'il y a derrière ça, notamment par exemple sur, le cas d'usage qui est le nôtre chez Senec, qui est d'aller illustrer, un contenu web, illustrer un article de blog, et bien on peut obtenir, en très rapidement des images assez qualitatives qui vont être en plus de ça, assez, uniques, c'est-à-dire personne d'autre va la voir, sur le web, donc elles vont être exclusives et donc voilà, pas besoin d'organiser un shooting, pas besoin d'aller payer, d'images sur des banques d'images, et cetera. Donc et puis l'enjeu, il est pas énorme, c'est-à-dire même si l'IA n'est pas parfaite et qu'il y a des erreurs dans ces images, il y a pas d'enjeu business, très critique, qui fait qu'on va pas publier l'image. Contrairement à un texte, où un texte va nécessiter quand même pas mal de compréhension, de subtilité, d'intelligence et qu'on peut pas s'amuser à raconter n'importe quoi. Donc on peut aller illustrer un article sur, un sujet médical par une image sur laquelle il y a des petites erreurs. Par contre, aller pousser un texte sur un sujet de santé dans lequel il y a des erreurs, là, c'est quand même plus critique. Donc paradoxalement, la génération de contenu de qualité, c'est pas ce que l'IA générative fait de mieux, parce que des contenus de qualité, c'est quoi? C'est des contenus qui sont originaux, des contenus qui sont pertinents, qui sont riches en informations, qui sont empathiques, donc une bonne compréhension de qui rédige, enfin au nom de qui on rédige, de qui est le lecteur, avec des analyses. Voilà, typiquement aujourd'hui, si on doit demander à ChatGPT, quel est l'impact d'une nouvelle loi, sur, le secteur, tel ou tel secteur, elle va avoir du mal à mener cette analyse. Et tout ça, ça requiert vraiment une vraie intelligence, et donc on en arrive aux limites de l'IA. Alors les limites de l'IA du coup, par rapport aussi si vous vous souvenez, la partie technique, elles sont vraiment structurelles. C'est au-delà du débat de la façon d'utiliser. Alors bien sûr, si on utilise correctement et bien l'IA, on aura des meilleurs, outputs que si on l'utilise mal. Mais indépendamment de ça, même si on l'utilise très, très bien pour de la rédaction de contenu, structurellement, on sait que l'IA, ce sera toujours ni plus ni moins que, la rédaction du mot suivant statistiquement le plus probable. C'est ça qui fait qu'on a des patterns, des patterns plus ou moins visibles. Il y a des patterns qui sont visibles à l'œil nu, mais il y a des patterns qui sont, invisibles à l'œil nu, mais, qui vont se retrouver lorsqu'on va scanner les textes, hem, algorithmiquement. L'IA, elle se base aussi sur des contenus existants. Donc en termes de création, de créativité, d'originalité, elle va être assez limitée. Même si elle va pouvoir mixer différents, contenus et du coup faire un contenu, unique et original, mais, elle va pas aller inventer quoi que ce soit. Et elle a zéro intelligence, l'IA. Elle comprend pas ce qu'elle écrit, elle a pas de sens commun et donc en termes de pertinence, on peut avoir aussi des mauvaises surprises. Et donc pour demain, développer une IA qui sera capable de vraiment de produire des textes de qualité, et bien ça va nécessiter d'inventer une nouvelle technologie. Tant qu'on sera sur des réseaux de neurones, et bien, une technologie qui sera vraiment totalement différente des réseaux de neurones et tant qu'on sera sur des réseaux de neurones, bah, on ne pourra pas s'affranchir de ces limites-là. Donc on aura beau avoir, ChatGPT 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il aura toujours ces limites-là. Dans la pratique, les limites de l'IA sur la rédaction, sur la production de contenu, c'est un petit peu en vrac, mais on a fait une liste un petit peu, le plus exhaustive possible. Comme je disais, c'est sur des limites sur l'originalité, sur la créativité, sur la véracité des informations, puisque vu que c'est statistique, l'IA peut totalement inventer des choses si elle, pense que c'est probablement le mot suivant possible. Donc c'est des faits elle va annoncer des faits avec, certitude qui sont pas forcément vrais. Dans le niveau de détail et la profondeur d'information, elle va être limitée. Elle va traiter les sujets souvent en surface. Bon, dans la pertinence, on en a parlé. Elle va avoir du mal à donner des conseils pratico-pratiques, concrets, à partager, des expériences, du vécu, à faire des références subtiles, à transmettre des émotions, à juger de ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, à avoir, du sens de l'humour, faire de l'ironie, du second degré. D'ailleurs, si l'IA était, très forte et meilleure que l'humain sur de l'humour, on aurait tous
une application, dans notre téléphone à qui on pourrait demander une blague, à tout moment et on serait, mort de rire, mais c'est pas le cas. Ce serait bien. Voilà, tout ce qui est sous-entendu, implicite, tout ce qui est raisonnement complexe, la compréhension des règles de base, de notre environnement physique, avoir de l'esprit critique, avoir des convictions, des opinions, un libre arbitre, c'est pas possible pour de l'IA. S'adapter à des nouvelles situations comme je le disais, distinguer le vrai du faux, bluffer, prendre des risques, voilà. Ça fait partie des limites, concrètes, de l'IA sur notre cas d'usage. Quelques exemples, c'est toujours intéressant, d'avoir des cas pratiques. Alors celui-là, je pense qu'il est plus d'actualité depuis que les j'ai pas retesté, je l'avais, screenshoté, un peu avant les JO, maintenant que les JO sont passés, l'IA a sûrement appris, de nouvelles choses avec des nouveaux contenus sur le web et donc va pas faire cette erreur. Mais avant les JO, si vous demandiez, à ChatGPT, qui représentera la France en aquaponie aux JO 2024 de Paris, eh bien, l'IA, vous donnait une réponse. Parce qu'il y a des gens qui se sont amusés à produire des contenus, faux sur ce sujet-là, sur le net et donc voilà, ChatGPT, n'a pas pu distinguer le vrai du faux. Si vous demandez, à ChatGPT: «Dans 10 jours, nous serons lundi, quel jour sommes-nous aujourd'hui?» eh bien, parfois elle va vous répondre, mercredi, parfois, mardi, parfois jeudi, parfois dimanche parce qu'en fait, c'est statistiquement probable, mais c'est pas un vrai calcul. C'est vraiment, le réseau de neurones qui a produit cette réponse-là et du coup, souvent elle va se tromper. D'ailleurs, elle va pas toujours vous donner la même réponse. Ça, c'est un cas qui, je pense, est pas craqué aujourd'hui sur, le fait de demander une charade à ChatGPT. Demandez-lui de vous écrire une charade, dont la solution, par exemple, est un film célèbre, et elle va vraiment vous raconter n'importe quoi. Un autre exemple, vous lui dites: «J'ai 18 ans et je suis père de 3 enfants, de 16 ans, 13 ans et 9 ans. Quelles sont les activités les plus intéressantes que je pourrais faire avec eux le week-end?» Et là, bon, bah, ChatGPT ne comprend pas que c'est impossible d'avoir, 3 enfants quand on a 18 ans, et des enfants notamment de 16, 13 et 9 ans et donc va vous proposer des idées d'activités à faire avec vos enfants. Chose qu'un humain ne pourrait pas faire. Pareil que si vous lui demandez, si vous lui dites: Je pars en vacances une semaine, je vais passer 3 jours en Espagne, 2 jours en Chine et 2 jours à Rio. Que me conseilles-tu de mettre dans ma valise? Eh bien, l'IA va vous conseiller un certain nombre de choses à mettre dans votre valise sans, tiquer sur le fait que c'est à peu près impossible de passer une semaine de vacances en se répartissant sur l'Espagne, la Chine et Rio. Si vous lui demandez la liste des 10 mammifères les plus rapides, bon, déjà posez-lui la question plusieurs fois, la même question plusieurs fois, elle va vous donner une liste des 10 mammifères les plus rapides qui est différente à chaque fois. Ça, c'est le premier point et le deuxième point, c'est que parfois elle va inclure des, espèces qui ne sont pas des mammifères comme ici avec, l'autruche. Un autre exemple là qui date un petit peu, je pense que ça doit dater d'il y a presque 2 ans, donc il est plus d'actualité puisque bon, les IA s'améliorent, hein, mais ça vous donne aussi une idée des limites de l'IA parce que même si là, c'est des exemples un peu flagrants, et bien, il y a plein de petites erreurs comme ça qui vont se glisser dans des contenus et des textes IA qui seront moins flagrants, mais qui seront quand même des erreurs, qui peuvent être problématiques. Donc, voilà, si vous le demandiez, il y a quelque temps à l'IA de vous, sortir des images de saumon dans une rivière, elle pouvait vous sortir ce genre d'images. Ce qui est sûr, c'est que l'IA ne remplacera jamais, ce genre de choses, donc, la créativité, la subtilité, l'humour, humain. Ce sont des pubs, moi, qui m'ont un petit peu marqué, que j'ai bien aimé et que voilà, donc je sais, pertinemment que c'est une idée créative, qui n'aurait pas pu être inventée par l'IA. L'IA ne remplacera jamais ça. Des humoristes qui vont vraiment vous faire rire et vous toucher, l'IA n'aurait jamais pu inventer et ne pourra jamais inventer des, hem, des chanteurs ou des chanteuses qui ont une vraie singularité, comme Michael Jackson. L'IA ne pourra jamais écrire un livre bien écrit avec un scénario, subtil, du suspense et cetera, sauf en se basant sur des patterns, très très évidents. L'IA n'aurait jamais pu inventer, et produire, le dîner de con. Voilà. Quelques enjeux quand même sur l'IA aussi, pour, faire le point sur tous les grands enjeux de l'IA à l'heure actuelle, sur la technologie actuelle. Le 1er, ce sont les biais.
des modèles qui véhiculent des stéréotypes. Alors qu'ils soient basés sur la reproduction de discriminations existantes dans leur corpus d'apprentissage, ou alors heu, qu'ils soient dus au fait que dans le corpus, les données d'entrée, les données d'apprentissage des modèles ne soient pas représentatives d'une réalité, l'IA va se faire, une représentation d'un certain nombre de stéréotypes, et va les véhiculer dans ses réponses. Donc typiquement aujourd'hui, quel est l si vous demandez, à l'IA de vous sortir l'image d'une personne, de pouvoir, d'une personne coupable, d'une personne qui est belle, eh bien, elle va certainement être un petit peu biaisée. Là, je vous mets un tableau aussi sur un exemple de profession, où on compare la distribution dans le monde, de certaines professions, entre les hommes et les femmes. Par exemple, des physiciens, ou des physiciennes. Alors là, vu que c'est en anglais, quand on dit physicien ou physicienne, c'est le même mot. Dans la réalité, il y a 40 de femmes physiciennes et 60 d'hommes physiciens. Mais quand vous demandez, à ChatGPT de vous décrire un physicien, eh bien, dans 92 des cas, elle va vous décrire, va partir sur, l'idée d'un homme. Un autre enjeu, l'influence. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA n'est pas neutre. L'IA n'est pas neutre. Chaque modèle que vous utilisez, va avoir, ses propres corpus d'apprentissage, sa propre vision du monde. Et donc, quand vous demandez si vous posez des questions à l'IA, par exemple sur la politique, selon, le modèle, si le corpus d'apprentissage, provient de textes, anglo-saxons ou de textes chinois ou de textes français ou de textes, voilà, X ou Y. Mais pour résumer, si la majorité du corpus d'apprentissage est orienté à gauche, les réponses de l'IA vont être, vont véhiculer des idées de gauche. Si le corpus d'apprentissage est orienté à droite, l'IA va véhiculer des idées de droite. Donc attention de ne pas se faire piéger par ça. Autre enjeu, l'enjeu environnemental. Ça, c'est pour moi vraiment le deuxième grand défi de l'IA, parce que l'impact environnemental de l'IA, il est énorme. L'IA pourrait représenter 25 de la consommation d'énergie aux États-Unis d'ici 2030 contre 4 aujourd'hui. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, pour effectuer la même tâche, intellectuelle, qu'un humain, l'IA est 1 million de fois moins efficace que notre cerveau. C'est-à-dire qu'en termes de consommation d'énergie, un humain va consommer, 1 million de fois moins d'énergie que l'IA. Donc c'est pas du tout, neutre ni anodin et donc à chaque fois que vous posez une question à l'IA, voilà, derrière il y a de la consommation d'énergie et selon, là où se trouvent les calculateurs, ça peut, être de l'énergie carbone, enfin ça peut être de l'énergie fossile ou non et cetera. Heu, Autre enjeu, le plagiat. 2 raisons à ça. Déjà, il y a le côté éthique, c'est-à-dire est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est plus éthique, d'utiliser l'IA que de se faire un simple copier-coller d'une ressource existante? Que ce soit pour, rédiger un post LinkedIn, que ce soit pour une chanson, que ce soit pour, un livre blanc, un article de blog, une conférence, voilà. L'IA s'inspire d'existants. Donc, l'output pourra seulement être un mix de plein de choses existantes, mais par hasard, il se peut arriver aussi que l'IA, reprenne, quelque chose de très proche d'un contenu existant et donc, voilà, c'est quand même assez border par rapport à ça, et des contenus IA sont considérés comme vulnérables, en justice pour 2 raisons. Déjà pour, des risques d'attaque en justice pour contrefaçon si l'output est proche d'un existant dont les droits appartiennent à quelqu'un, à son auteur. Et deuxièmement, vous en tant que marque, vous n'allez pas pouvoir protéger vos contenus IA, parce que ce ne sont pas des contenus, originaux, qui vont être reconnus comme ayant un droit d'auteur. Donc vous pourrez vous les faire copier, sans pouvoir rien dire. En termes d'impact SEO, la posture officielle de Google, c'est de récompenser les contenus de haute qualité, quelle que soit la façon dont ils sont produits. Ça, c'est la posture officielle de Google. Mais dans les faits, Google a forcément une posture, officieuse qui est pragmatique face à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est des volumes de contenu qui sont exponentiels, donc une nécessité de faire du tri. Et le fait que l'IA ait ses limites en termes de capacité à produire des contenus de qualité, chose que Google souhaite pousser à ses internautes. Donc des contenus IA, c'est assez risqué sur la durée pour une marque parce que c'est le risque d'être pénalisé, en SEO et d'avoir tout un site qui est pénalisé et donc qui va perdre, son trafic naturel.
perdre sa visibilité. Même si ça peut marcher, sur un certain nombre de cas d'usage et ça peut marcher aussi quelques temps parfois, mais voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les guidelines de Google ne peuvent devenir que plus strictes à l'avenir, face à ça et donc ça peut être, voilà, faut faire attention. Sachez que la détection de contenu, aujourd'hui, les outils en détection de contenu donnent des très bonnes indications. Alors sur un texte tout droit sorti de ChatGPT, il n'y a pas de débat, parce qu'en fait, le mot suivant le plus probable, si dans un texte, entier, chaque fois le mot suivant, c'est le mot suivant le plus probable qui est écrit, qui a été choisi par le rédacteur, c'est comme gagner au loto, 100 fois d'affilée. Gagner au loto une fois, avoir une fois le mot suivant le plus probable, c'est possible, mais à chaque fois, il y a quand même quelque chose de louche, donc on sait que c'est un texte qui est rédigé par une IA. Là où c'est un petit peu plus difficile, c'est quand il y a des modifications, humaines derrière, mais aujourd'hui, ces outils-là donnent une bonne indication. Donc quand ils ont 50 de confiance, il y a le doute, mais quand ils ont 100 de confiance ou 0 de confiance, c'est assez, ça donne vraiment une bonne indication. Et Google, encore plus simple, va aussi s'appuyer, sur des indicateurs qui ne trompent pas, c'est-à-dire des indicateurs, de comportement humain sur les contenus, des taux de conversion, des taux de rebond, des taux d'engagement. Est-ce qu'il y a du partage également sur, différents, canaux, sur différents réseaux, des nombres de pages par session, du temps passé sur les contenus et cetera. Voilà, ça nécessite pas pour Google d'avoir un algorithme, complexe pour savoir si les contenus sont de qualité ou pas, et ça marche assez bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en SEO, Google valorise les contenus qui sortent du lot, les contenus qui apportent une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe, quelque chose de différent, quelque chose, de voilà. Donc bien sûr, précédemment, quand personne n'utilisait l'IA, donc avant l'arrivée de ChatGPT, il y avait une vraie valeur ajoutée, un vrai gain d'avoir des contenus, IA et c'était pas non plus l'enjeu de Google de les détecter. Au fur et à mesure de l'adoption, quand tout le monde utilise la même chose, si vous êtes, sur un secteur particulier et que tous vos concurrents si vous avez 50 concurrents, que les 50 concurrents vous font un contenu demandent, leur contenu à ChatGPT, il va y avoir à peu près 50 fois les mêmes contenus et donc c'est pas ces contenus-là qui vont sortir du lot et qui vont être, sur la première page de Google puisque sur la première page de Google, il y aura jamais 50 places. Donc en termes de performance, c'est un peu dommage de se reposer sur l'IA. Les bonnes pratiques, assez rapidement, on pourra faire un webinar aussi dédié à ça, parce que là, c'est vraiment en surface, mais en fait, ce qui est vraiment important du coup, quels que soient vos cas d'usage, c'est d'identifier, quelle que soit votre industrie, votre métier, c'est d'identifier les cas d'usage et les tâches que vous pouvez déléguer à l'IA. Justement, en ayant compris comment elle fonctionne, vous pouvez comprendre quelles sont les tâches que vous pouvez lui déléguer. Donc souvent les tâches du coup, assez, automatisables, répétitives, un peu à faible valeur ajoutée, mais qui peuvent vous prendre du temps. Et celles-là, bah, profitez-en pour gagner du temps et les déléguer à l'IA. Et typiquement sur de la rédaction, web et SEO, il y a un certain nombre de cas d'usage qui sont possibles. Quand on a besoin de grosses quantités de contenu sur des fiches, un grand nombre de fiches produits, des contenus de SEO local, des mots-clés longue traîne aussi qui sont assez peu concurrentiels et qui ont assez peu de volume, et qu'on n'aurait jamais pu écrire, humainement, mais mis bout à bout vont apporter beaucoup de volume. Sur des contenus un peu, qui nécessitent pas une grande qualité, mais qu'on va vouloir être un peu, viraux, pour faire du trafic, comme avec Google Discover. Pour de la curation de contenu pour lequel on va rien inventer, mais qu'on va juste faire une synthèse de contenu existant, ça peut être utile. Mais pour de la rédaction pure de contenus originaux, je déconseille. Là, on va passer assez vite puisqu'il nous reste que 5 minutes, mais comment on peut améliorer la qualité des outputs? Je suis resté vraiment, très succinct là-dessus. Quelques méthodes, pareil, on pourra faire un webinar, dédié, donc je rentre pas en détail là-dessus, mais ça passe par des meilleurs prompts, ça passe par du saucissonnage, c'est-à-dire, faire étape par étape, demander vraiment les informations, à l'IA étape par étape. Du fine tuning, c'est un peu plus compliqué, c'est pour les entreprises puisque ça veut dire prendre un modèle, open source du marché et l'entraîner avec ses propres modèles, donc changer les poids et les paramètres du modèle, grâce à un entraînement qui est dédié vraiment à nos contenus, à notre thématique, enfin, et qui va apprendre potentiellement, bah, notre style, nos informations, et cetera. Pour le reste, je vais rester c'est un peu technique et sur, le fait d'avoir des agents dédiés, bah, ça c'est un peu, on va en parler sur l'avenir du contenu, mais en gros, l'IA sera d'autant plus forte qu'elle est spécialisée. Donc, c'est un peu ça ce sur quoi on s'oriente. Donc le futur du contenu,
L'avenir du contenu web et SEO, je reprécise du coup, donc si vous on va vous envoyer les slides, avec grand plaisir. Pour ça, il faut juste que vous cliquiez sur ce bouton qui va, nous permettre, d'avoir, la possibilité de vous envoyer les slides, et on vous envoie ça avec plaisir. Donc sur la dernière partie, déjà l'avenir du contenu web et SEO, du contenu web tout court même. Ces 2 courbes comparent, la qualité et la quantité de contenu, entre avant l'IA et après l'IA. Donc avant l'IA, on avait une répartition, en violet, des contenus avec des contenus, vraiment, parfois mauvais, avec des fautes d'orthographe et cetera. Des contenus moyens et des contenus, de très bonne qualité. Après l'IA, y a malgré tout, l'IA a quand même un niveau, de qualité minimum, et donc elle a augmenté le niveau zéro de la qualité. Même si elle n'est pas, incroyable et qu'elle est assez générique, et cetera, elle va pas, en général, écrire des textes avec des fautes d'orthographe, et cetera. Donc le niveau zéro, aujourd'hui, ce serait absurde de rédiger des contenus qui sont moins bons que l'IA, puisque l'IA, c'est une commodité, tout le monde y a accès pour, 20 $ par mois. Et donc, il n'y a pas de raison d'avoir des contenus sur son site qui sont moins bons que l'IA. Donc c'est vraiment le niveau minimum. Si vous faites moins bien, c'est grave, et si vous faites l'IA, tout simplement en reprenant un contenu IA, bah, voilà, vous sortirez pas du lot, ça c'est sûr. Ce qui se passe après, c'est que c'est cette, production exponentielle de volume, de contenu moyen, puisque vu que c'est pas cher, beaucoup de marques se sont tournées un peu vers l'IA pour tester aussi, et puis pour, faire, des volumes de contenu. Donc il y a beaucoup, beaucoup de contenus qui sont produits, par l'IA, et par contre, sur des contenus, moyens plus, eh bien, il y en a moins du coup, et par contre des contenus excellents, on peut imaginer qu'il y en ait, un petit peu plus, puisque ceux qui utilisent très bien l'IA, c'est-à-dire, de manière avisée, à bon escient, uniquement sur des tâches, heu, de complément, d'aide pour aller, pour faire du brainstorming, pour chercher des idées, pour produire des illustrations, pour, demander des idées de plans, d'angles, pour analyser des données, un certain nombre de choses comme ça en amont, des contenus, et bien ça va les aider, ça va leur faire gagner du temps, et ça va aussi pouvoir améliorer la qualité de leur contenu. Mais c'est des gens qui ont un regard du coup assez avisé, et qui maîtrisent l'IA et qui se laissent pas maîtriser, par l'IA. Du coup, demain, je vais déborder peut-être de 2-3 minutes maximum, mais dans quelle direction on va, et quel va être l'avenir du contenu web de demain? Alors, un niveau d'exigence de plus en plus élevé pour se positionner sur les moteurs de recherche. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a plus de volume, beaucoup plus de volume, et bien forcément, et qu'il y a des gens qui s'aident aussi avec des outils plus avancés, pour combiner ça à l'humain, et bien, il y a beaucoup plus de concurrence, et donc les contenus qui vont ranker, notamment sur les mots-clés les plus, compétitifs, qui sont les plus générateurs de business, et bien, vont être plus difficiles à atteindre. Ensuite, il y a un effet boule de neige qui risque quand même de se passer, puisque les modèles apprennent sur la base des contenus qui sont disponibles sur le web, et vu qu'il y a de plus en plus de contenus IA sur le web, et même des contenus qui sont vraiment, qui racontent un peu n'importe quoi aussi, et bien le risque, c'est que les IA apprennent de leur propre contenu en se basant dessus, en se disant que c'est la référence et que c'est des contenus, de qualité, sans se rendre compte que, il y a des sources qui sont fausses, il y a des dates qui sont fausses, il y a des choses qui sont, des erreurs qui se glissent, et en fait, bah, petit à petit, l'IA va continuer à produire des textes, ou des contenus sur cette base, qui eux-mêmes vont être, utilisés par les modèles pour apprendre et pour s'améliorer, et en fait, il y a un effet boule de neige, un cercle un peu vicieux qui va se produire. Donc on va voir comment ça évolue, mais ça risque. C'est pour ça qu'on constate parfois aussi que on se rend compte aussi que l'IA, parfois, elle est moins forte aujourd'hui qu'il y a 6 mois ou qu'il y a 1 an, ce qui peut paraître, un peu contre-intuitif. Les créateurs de contenu augmenté, donc là, comme je le disais, voilà, ceux qui vont bien utiliser ces outils vont quand même, gagner en efficacité. Heu, donc ça, c'est l'avenir de la production de contenu. Les contenus, comme je disais aussi tout à l'heure, pour des mots-clés long tail, donc des mots-clés qui, ont des faibles volumes, donc des requêtes Google qui ont des faibles volumes, mais qui ont peu de concurrence.
et donc pour lesquels, l'IA va permettre, à des entreprises, pour pas cher, de produire des contenus et se positionner sur ces mots-clés, long tail et mis bout à bout, faire, driver un certain nombre de volumes de trafic. Comme je le disais aussi, demain, l'IA, là où elle sera forte, c'est, quand on aura des IA sur mesure et c'est ce que peuvent faire les grandes entreprises de, de développer leurs propres IA, qui ont été entraînées sur leurs propres, selon leurs propres, souhaits, leurs propres chartes graphiques, leurs propres styles, leurs propres données internes et cetera et sur des tâches vraiment spécifiques, dédiées. Il va y en avoir de plus en plus puisque bien sûr, ça permet aussi de sortir de la masse et de sortir du lot, versus, d'utiliser les ChatGPT que tout le monde utilise. Et qui d'ailleurs ChatGPT n'est pas spécialisé. ChatGPT est une IA, généraliste, donc c'est aussi pour ça qu'elle a un certain nombre de faiblesses. L'humain, pour la qualité supérieure et la valeur ajoutée. Donc là, ça va pas changer. Ce sera toujours grâce à l'humain qu'on va et ça, c'est notre conviction aussi forte, c'est pour ça qu'on mise sur, l'intelligence humaine chez Senec. C'est ça que nos clients apprécient. C'est pour ça qu'ils viennent nous chercher, c'est que, voilà, on met l'humain au centre et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des contenus, qui se démarquent, qui, sont originaux, qui sont pertinents, bonne profondeur d'information et cetera. C'est pas la machine qui va apporter la valeur ajoutée et le meilleur conseil que je puisse vous donner et ça c'est issu aussi de l'étude, qu'on a menée auprès de plus de 100, experts SEO, et que vous pouvez télécharger sur notre site. C'est, pour une marque, si vous voulez performer sur le long terme sur les moteurs de recherche en SEO sur Google et générer du business et du trafic qualifié et de la confiance, une bonne image de marque, c'est de rendre votre marque impossible à copier, rendre vos contenus impossibles à copier et comment faire ça? D'une part, en investissant sur votre branding, avec, une image de marque forte, singulière, et identifiable, en produisant des contenus qui délivrent de l'expertise, qui démontrent votre expertise, chose que tout le monde n'a pas et ne peut pas faire, en communiquant de manière multicanale, parce que c'est ça aussi que Google, capte, les signaux sur différents canaux. Ça va lui donner confiance sur la qualité de vos contenus et sur la cohérence de votre communication. Et enfin, en jouant sur plusieurs formats, parce que c'est vrai que si on est que sur du texte, le texte, c'est aussi le format qui est le plus facile à copier et quand on va enrichir ses contenus, c'est là qu'on peut se démarquer plus facilement avec, des infographies, des images, des graphiques, des tableaux, des podcasts, des vidéos, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, voilà, donc programme assez dense. On a un petit peu débordé. J'espère que, ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Je vois qu'il y a quelques questions. Je vérifie qu'elles aient été, répondues. Hem, y aura-t-il un replay? Je pense que vous allez recevoir, le replay. Si c'est pas le cas, je pense que le replay dans tous les cas, il va exister donc je ne sais pas exactement où il va se situer, si vous allez le recevoir directement ou s'il sera sur Webikeo. Dans tous les cas, on pourra l'obtenir donc pareil, si vous voulez nous le demander, cliquez sur le bouton en bas à gauche, qui nous permettra de vous écrire, et de vous envoyer soit les slides, soit le replay. Effectivement, Bantou, tu confirmes en plus qu'il y avait un replay. Mmh. Quelles sont les meilleures IA du marché pour la production de contenu, fiche procuration? Ma réponse pourrait être un petit peu longue par rapport à ça, mais ça évolue aussi très vite. Chaque modèle, sort ses nouvelles versions d'IA et cetera, donc compliqué d'apporter une réponse à cette question. Le mieux, c'est de tester, sur du texte, Claude, les dernières versions de Claude, sont pas mal. Heu, ChatGPT, au final, c'est la plus utilisée, mais c'est aussi la plus grosse force de frappe. On sait qu'ils sortent des modèles, des nouveaux modèles, souvent, donc c'est quand même assez puissant, mais pareil, ça risque de juste de pas se distinguer de la concurrence, mais ouais, Claude est pas mal. On encourage quand même vraiment à customiser au maximum, les choses pour pas que ce soit aussi flagué soit comme, du duplicate content, soit comme, de l'IA tout simplement. Heu
et pour pas pénaliser votre SEO. Mais c'est un bon cas d'usage, ouais, les fiches produits, surtout en grande quantité quand on en a régulièrement à faire et surtout si vous pouvez l'alimenter avec vos propres données pour, heu, toutes les spécificités produits et pour que l'IA, se base vraiment là-dessus pour, rédiger les fiches produits. Hem, super, bah, je vous remercie. C'est la fin du webinar. N'hésitez pas à nous contacter de toute façon, même, sur notre site, par le chat ou un formulaire si vous avez des questions, ou si vous voulez nous, partager vos retours sur, le webinar. Je regarde les réponses. D'ailleurs, je l'ai pas j'ai pas regardé le sondage tout à l'heure, mais il y a 50 donc des répondants qui considèrent que les contenus 100 générés par IA ne peuvent pas être qualitatifs. 38 parmi vous, on pense que c'est possible et 2 ne se prononcent pas. Ça marche, bon, bah, intéressant. Merci à tous, bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.